Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Randall Cotgrave, C-O-T-G-R-A-V-E, est un lexicographe anglais du XVIe siècle. On dit qu'elle a été le premier à avoir établi un dictionnaire français-anglais et c'est lui qui a dit une chose qui mérite réflexion. La censure tourmente les pigeons, laissant aller les corbeaux libres. Autrement dit, trop souvent, le contrôle de la parole et de la pensée est tellement occupé d'assouvir son ivresse vertueuse qu'il voit des hérésies partout, au risque parfois de cibler des éléments moins subversifs que d'autres. Est-ce le cas de ce qui s'est passé dans le cadre du Gala des Oliviers au Québec et, de façon plus générale, ne devrait-on pas appliquer un certain contrôle avec jugement et parcimonie sans céder aux susceptibilités de certains lobbies? Mathieu Bocoté nous en parle. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le contexte de tout cela, c'est le Gala des Oliviers. Vous nous rappelez un peu ce qui s'est passé? En gros, on a appris qu'un numéro portant sur la liberté d'expression serait censuré dans le cadre du Gala des Oliviers, fait par Mike Ward et Guy Nantel. Donc ensuite, il y a eu le Gala des Oliviers, ça a donné beaucoup de visibilité à ce gala, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, oui. Et on a appris notamment qu'il était censuré à cause d'une compagnie d'assurance, donc une compagnie d'assurance qui désormais surveille les textes de ce qui est diffusé en ondes, et on veut bien vérifier qu'on risque pas de froisser telle ou telle susceptibilité minoritaire ou communautaire, parce que ça pourrait valoir des poursuites et ainsi de suite. Donc autrement dit, on a découvert à travers la querelle du Gala des Oliviers de nouvelles modalités pour la censure dans notre société. En fait, chaque spectacle, chaque médium, en fait, va se doter d'une assurance ou d'un avocat ou de quelqu'un qui va filtrer tout ce qui va se raconter par souci de prudence, mais souvent souci excessif. Alors, il y a ça d'un côté. Il y a, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment sur la question de la censure et de la liberté d'expression, deux dossiers se croisent en ce moment dans l'espace public et se croisent et nous en disent chacun beaucoup. Donc, il y a cette question finalement du politiquement correct au sens strict, c'est-à-dire cette espèce de censure postmoderne où on multiplie les interdits pour ne pas vexer les communautés minoritaires. Toutes les victimes, tous les blessables. Et ce qui donne un pouvoir immense à tous les excités de chacune de ces communautés. Exactement. Parce que c'est toujours le plus radical qui risque de se sentir blessé lorsqu'on se moque d'une manière ou de l'autre de sa communauté ou de sa religion. Et au même moment, il y a à Québec un débat très important sur le projet de loi 59. Qui entend donner des pouvoirs immenses à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, la bien mal nommée Commission des droits de la personne et de la jeunesse, pour sous prétexte de lutter contre le discours haineux, mais visant dans les faits à donner un pouvoir de censure immense, créer une forme de police de l'opinion et de la pensée, dont la CDPDJ serait le cœur institutionnel. Alors, on assiste en ce moment à une offensive contre la liberté d'expression, et devant cela, il faut être, à mon avis, d'une intransigeance absolue. Intransigeance, je veux bien. Le gouvernement des juges, des magistrats du judiciaire, Mathieu, que vous fustigez souvent, lui a un texte, la Charte des droits et libertés. Il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Vous dites qu'il faut s'opposer à cette ivresse de la pureté, de la gentillesse, avec intransigeance, la plus grande intransigeance, au nom de quoi? Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que quelqu'un va vous dire, j'ai un texte sacré qui me dit que tu n'as pas le droit de dire ci et ça et ça et ça à l'encontre de tel et tel autre. Et ceux qui s'opposent à ça, avec intransigeance, qu'est-ce qu'ils ont à part l'humour rabelaisien, à part... Premièrement, je dirais que ce qu'il y a de plus commun dans nos sociétés, ce sont les textes sacrés. Les musulmans ont leur, les chrétiens ont leur, les juifs ont leur. Chacun a son texte sacré. Eh bien, c'est justement dans par la pluralité des textes sacrés qu'il nous est nécessaire de ne pas sacraliser chacun d'entre eux juridiquement, de ne pas récupérer dans le droit la définition que chacun peut se faire du blasphème. Parce que sinon, si on décide d'institutionnaliser un sacré, eh bien, il faut institutionnaliser tous les sacrés pour ne pas être discriminatoire. Et dans cette logique-là, on multiplie, autrement dit, les espèces d'espaces blindés dans l'espace public où la liberté de critique ne peut plus se faire valoir. Mais le problème, Mathieu, c'est que l'espace public devient de plus en plus un puzzle d'espace privé. Il faut qu'il y ait un espace commun. Oui, mais alors, justement.
comment va-t-on proposer, assumer cet espace commun puisqu'il n'y a plus que des minorités? Justement, de ce point de vue, c'est le génie de la civilisation libérale que de dire aucune de vos croyances n'est à ce point sacrée qu'elle mérite d'être blindée par le droit et que vous avez le droit de vous protéger contre même l'humour, contre la critique, contre le caractère corrosif finalement de la liberté de parole et de la liberté publique. Oui. Donc autrement dit, la foi des uns ou le blasphème des uns ne doit pas devenir la contrainte des autres. Et c'est le génie de la civilisation libérale que de dire qu'aucune croyance ne peut être à l'abri de la critique. Et c'est de ce point de vue d'ailleurs que la modernité est un authentique progrès, parce qu'elle ne tolère plus l'institutionnalisation de dogmes dans l'espace public. Mais ne le tolérant plus, elle le fait rentrer de façon dégradée. Puisque le dogme, maintenant, c'est le dogme de la victime, qui, puisqu'elle se sent victime, elle a raison. Non, un instant. C'est-à-dire, il y a effectivement une nouvelle religion politique qui prend forme peu à peu, qui est le multiculturalisme, qui cherche à nous imposer ses dogmes aussi, d'ailleurs. Exact. Il y a aussi l'espèce de religion victimaire, où il suffit d'être minoritaire pour soudainement disposer d'un droit à la persécution morale des autres, même. C'est-à-dire, vous ne me reconnaissez pas dans le statut que je prétends avoir, donc vous êtes un monstre. Bon. Ben, c'est justement à ce moment-là que la liberté d'expression doit être la plus absolue pour justement être capable, devant ces nouveaux pouvoirs qui poussent, ces nouveaux pouvoirs qui montent, ces nouveaux pouvoirs qui se déploient, être capable de les nommer, de les moquer. Je vous repose ma question alors, c'est bien, mais vous avez des victimes, autoproclamées, qui se disent qu'elles sont blessées par vos propos, etc. Et parce qu'il y a quand même toute une idéologie derrière qui les soutient. Mais oui, justement. Mais votre idéologie à vous, pas vous, Mathieu Bock-Côté, mais ceux qui pourfendent cette sorte de dictature progressive du musellement de la parole, ces gens-là, avec quoi vont-ils se battre? Quels arguments? Mais j'insiste pour dire, personnellement, vous connaissez, à tout le moins, nos auditeurs qui sont un peu habitués connaissent mes préférences. Je suis un indépendantiste convaincu, je suis un conservateur sur le plan philosophique, et pourtant, quelqu'un qui me dirait qu'on n'a pas le droit de se moquer de l'indépendantisme, qu'on n'a pas le droit d'en faire le procès, qu'on n'a pas le droit de le tourner en ridicule, qu'on n'a pas le droit même de le mépriser, eh bien, cette personne-là, je dirais qu'elle est dangereuse pour la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que même les convictions qui me sont le plus chères ne doivent pas être protégées par le droit. Donc, je veux bien, Mathieu. Pour que différentes doctrines qui sont contradictoires puissent cohabiter dans l'espace public, aucune d'entre elles ne doit disposer d'une protection particulière, d'un statut moral singulier. Mais comment allez-vous désacraliser ce qui se sacralise lui-même? Et on en revient à ma réponse, c'est-à-dire de là toute la fonction de la liberté d'expression, de l'humour. Le génie de l'humour, d'une certaine manière, c'est qu'alors qu'on exigerait une prière, eh bien l'humour répond par un éclat de rire. Et je crois que c'est son génie, évidemment, quand il y a du rire partout, ça devient agaçant, mais même là, mes agacements ne doivent pas fonder par ailleurs une nouvelle censure. Autrement dit, il faut laisser de côté le ressenti, l'affect et être pas rationnel froid, mais... Non, mais je dirais que les gens devraient se faire pousser un peu de carapace. Hein. C'est-à-dire, le prix à payer pour évoluer dans l'espace public, c'est d'accepter que des gens ne nous aiment pas. Et la liberté d'expression devrait, à mon avis, je vais très loin dans la liberté d'expression. Donc, elle ne devrait pas permettre simplement, par exemple, la critique des excès, mais quelquefois des doctrines même. Je donne un exemple. On dit souvent, il faut critiquer l'islamisme mais pas l'islam. Peut-être. Mais si quelqu'un veut critiquer l'islam en soi, comme religion, faire le procès philosophique de l'islam, ça devrait être légitime. Quelqu'un qui veut faire le procès légitime, non pas seulement des dérives du catholicisme, mais du catholicisme en lui-même, ça devrait être légitime. Ça a été fait très longtemps. Bien évidemment, mais j'en reviens à ça. Pourquoi les grandes religions, par exemple, devraient-elles être à l'abri de la critique? On nous dira pour ne pas blesser leurs croyants. Mais un instant, des gens à ne pas blesser, il y a que ça dans une société. C'est à ce moment qu'on demandera aux gens qui s'avancent dans l'espace public d'accepter de vivre sous le signe de la critique. C'est le propre d'une société démocratique qui n'institutionnalise pas une foi particulière sous prétexte de la valoriser ou de protéger ce qu'il y a derrière. Ce que je crains, Mathieu Bock-Côté, descendons quelques années plus loin de ce qui se passe actuellement. Donc, liberté d'expression de plus en plus restreinte parce que tel et tel lobby... Et par l'humeur ambiante. Oui, évidemment. Grâce aux médias aussi, très souvent. Donc, moins de liberté d'expression, moins de prise de parole publique, sauf pour dire des banalités souvent. C'est pas ça le prélude à la violence et à la dictature? Moi, je pense qu'il y a un autoritarisme qui pousse en ce moment. Et contre lequel on ne pourra s'opposer
qu'avec la violence. Alors moi, comme vous savez... Puisqu'on n'a plus le droit de parole. J'ai une censure fondamentale dans mon esprit qui est la violence. C'est-à-dire, évidemment, dans l'histoire, elle a sa place, mais dans le cadre de la société libérale démocratique qui est la nôtre, je l'exclus par principe. Elle doit être civilisée. Oui, bon, alors si vous parlez par violence, vous parlez du mépris, du conflit politique ouvert, de la colère, de la caricature, bon. Ça peut aller. Mais ce que j'ai en tête, c'est la violence physique. Oui. Elle est, le principe de la délibération publique en démocratie, c'est qu'elle repose sur la censure de la violence. Exact. Et c'est une censure à laquelle je tiens. C'est la seule, parce que c'est la censure qui rend possible toutes les libertés. Exact. Bon. Mais je crains, cela dit, que nous entrions dans une société, enfin, pas je crains, nous entrons dans une société de plus en plus autoritaire. Et vous le voyez, hein, par exemple, si vous évoluez, il y a différentes formes de la censure prend plusieurs visages. Il y a la censure sur le plan légal. Ça, c'est le projet de loi 59 qui s'en vient. En France, Dieu sait que j'aime la France, mais c'est un contre-modèle de ce point de vue. C'est-à-dire le pouvoir donné aux différentes associations. Vous savez, c'est-à-dire une association se sent vexée, une personne se sent vexée, une association se sent vexée au nom d'une communauté à propos d'un propos que l'on dit discriminatoire. Possibilité de poursuivre les gens. Il y a une forme de police de la pensée qui s'est instituée pour surveiller les éditorialistes, les chroniqueurs, les intellectuels, les universitaires. D'ailleurs, dans le projet de loi 59, dont on doit dire tout le mal qu'on pense, une des originalité de ce projet de loi, c'est qu'un individu peut désormais porter plainte au nom d'une communauté, même s'il n'est pas directement visé. Ah, j'ai pas compris. Donc, autrement, dans le projet de loi 59, un individu, appelons-le, je sais pas, machin qui appartient à la communauté X, eh bien, dans l'espace public, des gens critiquent la communauté X ou la religion X, mais sans viser particulièrement machin. Eh bien, machin qui se sent appartenir à cette communauté a le droit de porter plainte pour propos haineux au nom de cette communauté attaquée. Autrement dit, les plus radicaux de chaque communauté auront le droit de se faire les interprètes publics, les représentants autoproclamés de ces communautés en disant on a critiqué hier soir ma communauté, eh bien moi je porte plainte de manière anonyme à la commission des droits pour poursuivre pour propos haineux. Donc autoritarisme que vous dénoncez, Mathieu, je comprends très bien. Moi je parlais de violence pour par exaspération face à cet autoritarisme fondé sur la pureté de ceux qui se disent victimes. En fait, laissons de côté le mot violence qui, comme je le dis, est pour moi la grande censure démocratique. Oui, j'ai bien compris, mais c'est ce qui va arriver sans doute. Si la parole est muselée, d'accord. Moi, je crains plutôt, c'est le paradoxe, un débat public qui dégénère de plus en plus. C'est-à-dire, officiellement, il n'est plus possible de dire grand-chose, mais les tensions, les passions, les oppositions se durcissent de plus en plus sur les médias sociaux. On le voit, soit dit en passant. Alors, j'ai l'impression que plus on refoule et plus la société se durcit et devient invivable. Alors comment ça va se résoudre? Je crois qu'on peut entrer dans une longue période de congélation, mentale et culturelle, où plus personne ne dira quoi que ce soit, jusqu'à ce que nos sociétés étouffent, soient asphyxiées par cette espèce de vertu autoproclamée. Et de ce point de vue, j'y reviens. Je pense qu'une tâche indispensable du point de vue d'une restauration des libertés publiques, c'est d'effacer le plus possible toutes ces contraintes qui étouffent la liberté d'expression. Ensuite, évidemment, chaque individu a la responsabilité de ne pas se comporter comme un crétin dans l'espace public, mais nous ne devrions pas non plus pénaliser les crétins. Ne pas pénaliser les crétins... Je pensais chrétien. Les crétins, excusez-moi. Ne pas les pénaliser... Ça veut dire leur donner un feu vert? C'est à ce moment-là qu'il y a une forme Ou il faut les comprendre? Non, c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a une forme de... faut chercher à comprendre tout le monde. Mais il y a une hiérarchie naturelle qui se crée dans la parole publique. Quand Alain Finkielkraut parle en France, ça a plus d'écho que le dernier zozo qui sur Twitter ou sur Facebook décide d'éructer je ne sais quelle pensée, je ne sais quelle parole. Quand, au Québec, Jacques Beauchemin parle, le sociologue, ça a plus d'écho que lorsque je ne sais quel anonyme décide de se choquer sur sa page Facebook. Bon. Oui. Donc ça, c'est une forme de hiérarchisation naturelle qui s'opère dans la culture. Oui. Mais cette hiérarchisation naturelle qui s'opère dans la culture n'a pas à se transposer dans le droit. Mais on peut s'assurer qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des principes de sélection dans notre société qui font en sorte que peu à
peu certaines voix soient plus entendues que d'autres. Bien que je constate qu'aujourd'hui, ce soit de moins en moins le cas, il y a une forme de au nom d'une forme d'égalitarisme niveleur. On voudrait que toutes les paroles soient équivalentes, toutes les paroles se valent, mais devant cela, nous sommes devant un problème non pas juridique, mais devant un problème culturel. Et je reviens à ma question, on va forcément... C'est pas tout le monde qui s'appelle Mathieu Bocoté, qui a une tête grosse comme... qui a une bibliothèque dans sa tête et qui peut parler et qui peut au moins symboliser et verbaliser ce qui se passe en lui. D'accord ? Vous avez un discours argumenté, on peut être d'accord ou pas, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce luxe-là. Quand je parle de violence, la violence, c'est presque les derniers mots qu'on peut avoir face à des lobbies, face à des gens qui disent « Moi, je suis blessé, moi, je suis victime, moi, je me sens agressé, et toi qui fais partie de la majorité silencieuse, complaisante, etc. » À force de se sentir attaqué mollement, si vous voulez, au nom de la vertu, outragé, beaucoup de gens vont se dire, on n'a plus que nos points. Oui, ça je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est pas votre cas, évidemment. Il n'est pas inimaginable que dans nos sociétés, les formes de protestation de plus en plus marquées s'expriment devant cette espèce de tyrannie molle des bonnes intentions. Voilà. En Europe, ça prend la forme, pour l'instant, de ce qu'on appelle les mouvements populistes. C'est-à-dire, on vote pour l'interdit. De plus en plus de gens votent pour les partis interdits pour envoyer un signal de défiance très net au système politique. Alors ça c'est bien. Suivez aussi aux États-Unis Trump. Donald Trump, parce qu'il n'a pas la langue à sa poche. Hein. Alors ça, plutôt que de réfléchir à une forme de multiplication des violences, je suis bien prêt à le faire, mais je pense qu'on n'est pas rendu là. Il faut réfléchir aux différentes formes de contestation brutale de toutes les formes d'autorité vertueuse qui apparaissent. Donc, on dirait que plus quelqu'un s'oppose aux gardiens de la rectitude politique, plus quelqu'un s'oppose au prêtre du politiquement correct, plus cette personne qui reçoit les foudres du système, eh bien, s'attire les sympathies d'une bonne partie de la population qui dit si le système le déteste, c'est donc que c'est notre homme. Et ça, je crois que cette espèce de politiquement correct ultra provoque à terme une croissance de ce qu'on appelle les mouvements populistes. Et que un faux messie puisse surgir et dire j'ai la majorité silencieuse qui est derrière moi. Ah, mais bien sûr, non. Et ça peut aussi être dangereux. Ça, c'est le phénomène Trump, à bien des égards. C'est-à-dire celui qui dit, regardez, si tout le monde me déteste, c'est que si les élites me détestent, c'est donc que je dis la vérité. D'autant c'est toujours le drame de ces figures-là, qu'elles expriment souvent des préoccupations légitimes. À tout le moins, ils ne réussiraient pas à croître autant s'ils ne mettaient pas le doigt sur des vrais problèmes sociaux, des vrais problèmes culturels. Bon, et ensuite ils les déforment terriblement. Mais quand on pense au mouvement populiste européen, de la même manière, ils ont quelquefois été les seuls à transgresser la nouvelle orthodoxie multiculturaliste. Le drame, c'est qu'on aurait souhaité que des partis de gouvernement responsables s'occupent de transgresser ça. Et le problème, c'est que la transgression commence toujours par des délinquants. Ça, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. C'est pas les gens raisonnables, équilibrés, etc., qui sont des acteurs de changement. Et pourtant, on aurait pu souhaiter que les gens raisonnables et équilibrés ne laissent pas dégénérer la situation. Et ça nous ramène à notre Québec. Il y a leur confort en jeu aussi. Oui, mais le projet de loi 59, je reviens à ça parce que c'est fondamental. En un mot. Un mot de 30 secondes. 60 secondes. Je reviens très long mot. Dans notre situation. Le Québec est une société déjà assez consensuelle, où on ne parle pas de politique et de religion à table, où on essaie toujours pas de chicane dans ma cabane, où on essaie d'être consensuel. Sinon, c'est la crise d'urticaire. Pousser encore plus loin dans cette société qui est culturellement consensuelle, pousser encore plus loin cette disposition à l'autocensure, à l'inhibition, et cadenasser ça par le droit. Avec le projet de loi 59. Écrire une police de l'opinion, se réclamant par ailleurs de la vertu et des droits et libertés. Exact. Je crois que on est dans une situation terriblement régressive où finalement, en ce moment, le gouvernement du Québec travaille à retirer des droits aux Québécois. Je pense que c'est une agression contre les libertés publiques. D'où la floraison de l'humour dont on parlait déjà en première partie de d'émission avec François-Olivier Doré. L'humour comme échappatoire. Mais dites-vous, cher Jean-Philippe, en un mot cette fois, un petit mot, qu'avec l'état du politiquement correct aujourd'hui, on pourra même plus rire. Pensez à RBO, pensez au Bleu Poudre, pensez à Yvon Deschamps, pensez au Daniel Lemire des Belles Années, pensez aux Cyniques. Tous ces grands groupes qui ont construit l'imaginaire de l'humour au Québec ne seraient plus possibles. On va simplement pouvoir faire des jokes de chum et de blonde, et ça va être l'espace permis du rire public. Eh bien, même en matière de rire, il ne nous sera plus permis de rire. C'est comme Philippe Muret qui, dans l'Empire du bien, que vous connaissez très bien, dit que tôt ou tard, nous serons condamnés à être muets ou des opposants silencieux. Bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Dans une semaine. Au grand plaisir.